Coucou! Alors comme tu sais, Raj et moi on a participé il y a pas longtemps à un salon bio et en fait pendant ce salon on a réalisé une première conférence que je t'ai mise dans mon vlog et on a réalisé aussi un atelier qui parlait du minimalisme et notamment du minimalisme philosophique. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que tu puisses avoir accès à cette conférence, donc je vais te la mettre dans les images qui vont suivre. Je te préviens, on ne me voit pas, on voit juste toutes les personnes qui étaient présentes, on entend Raj. Je sais que c'est... Quoi, Raj? Des fois on te voit un peu. Ah, Raj Mais me pas dit tout le temps. qu'on nous voit un peu. Merci Raj pour cette super intervention. Donc, je te préviens, on nous voit quasiment pas, mais on nous entend. Le son, c'est ce qui me paraissait le plus important. Donc, j'ai vérifié, a priori, on nous entend. Donc voilà, j'espère que ça te plaira de pouvoir avoir accès à ça parce qu'on a développé des idées en fait dont on parle pas forcément dans nos vidéos et qu'on avait trouvé et on avait monté le truc spécialement pour cet événement. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire participer dans la mesure où tu n'as peut-être pas eu la possibilité et la chance d'aller à Lyon et qu'en plus c'était un truc payant, donc peut-être que tu n'as pas pu participer. Donc voilà, je te fais des gros bisous, j'espère que ça te plaira et je te dis à bientôt. Ciao! Bon, alors, sachez que Raj et moi, on a beaucoup travaillé pour cet atelier, qu'on a beaucoup de choses à dire. Non, je rigole, on a vraiment un petit peu travaillé, on a vraiment travaillé. Déjà, est-ce que vous allez bien? Ouais. Que vous êtes content d'être là, vous avez passé une bonne journée, vous avez parlé avec plein de gens et tout? Trop bien. Je voulais vraiment vous remercier d'être venus et d'être venus aussi nombreux. J'ai le plus gros atelier de la journée, c'est complètement ouf de savoir qu'il y a autant de gens qui m'aiment. Non, je vous ai tous embarqués. Non, sérieusement, merci beaucoup d'être venus, d'avoir donné de votre temps et de votre argent pour venir. Merci infiniment. Vraiment, ça me touche. Vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, Raj et moi, on va parler de minimalisme et notamment du minimalisme au quotidien. Et l'idée qu'on avait eue pour commencer en fait cette session, c'était de faire un tout petit tour de table. Enfin là du coup c'est un tour de conférence. Et que vous nous disiez brièvement, qu'est-ce que c'est pour vous que le minimalisme, mais vraiment brièvement, genre vous me racontez pas votre life, même si ça me rendrait vachement heureuse, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, quelle est votre définition du minimalisme, ok? Je vais faire plouf pour voir qui c'est la première personne qui va commencer, donc c'est toi. Voilà. Et on fait comme ça, si vous le voulez bien. Pour moi, le minimalisme, c'est avoir l'esprit plus léger. Ouais, avoir l'esprit plus léger. Pour toi, meuf zéro déchet, c'est quoi le minimalisme? C'est avoir peu de choses et penser à peu de choses. Avoir et penser moins. Pour moi, c'est garder que l'essentiel. Garder l'essentiel. Pour moi, c'est se rendre compte qu'on a vraiment besoin de peu. Ouais. Pareil, c'est se délivrer, on va dire, de l'environnement qui nous étouffe un petit peu de temps en temps. Donc se délivrer, nickel. C'est être heureux grâce à la simplicité. Super. Pour vous les mecs, c'est quoi le minimalisme? Garder que le nécessaire. Garder que le nécessaire. Un espace peu encombré. Un espace peu encombré. Et ma copine. Des co-créations. Moins consommer, on va dire. Moins consommer. La maman et le bébé. Se concentrer sur ce qui est essentiel. Se concentrer sur l'essentiel. Le monsieur qui est gentil grâce à qui j'ai pu faire venir autant de monde à mon atelier. C'est faire venir autant de monde, non, je plaisante. C'est ne pas avoir l'esprit encombré par des choses inutiles. Ne pas avoir l'esprit encombré. Samia, des idées de Samia, ma copine qui est toujours loin, pas très loin de moi. C'est réévaluer ses besoins et voilà, être heureux dans ce qu'on fait. Super. C'est différencier besoin et envie. Besoin et envie, parfait. Je vais essayer de pas tomber là. Ma copine Passé Sauvage que j'aime qui a franchi la barre des 1K sur sa chaîne hier et c'était l'anniversaire de 1K de Passé Sauvage. Se suffire de peu. Se suffire de peu. Ma copine qui a un bébé dans son ventre. C'est être plutôt qu'avoir. Être plutôt qu'avoir. C'est... J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est du minimalisme, c'est une forme de minimalisme. Ne rien dire, c'est vachement cool aussi. Réduire son impact, ouais. Réduire son impact. Son impact sur la planète. Parfait. Moi, je dirais que c'est vivre avec peu et s'en satisfaire. Ouais. Vivre avec peu. C'est savoir choisir pour mieux vivre. Savoir choisir pour mieux vivre, nickel. C'est garder l'essentiel pour passer moins de temps à ranger, par exemple. C'est une manière aussi. C'est être heureux avec moins. Être heureux avec moins. Oui, savoir donner, enfin avoir peu et donner quand même. Avoir peu et donner quand même. On arrive à la fin. Garder l'essentiel. Garder l'essentiel. Nickel. Ouais, presque pareil, garder le nécessaire pour être peut-être plus heureux. Parfait. Et toi, du coup, t'es le dernier? Ne pas s'encombrer.
Ne pas s'encombrer. Super. Merci beaucoup pour le coup. Vous n'avez pas raconté votre live, ça a pris à peu près 3 minutes. Merci infiniment d'avoir joué le jeu. Toi, mec qui fait des photos là-bas, c'est quoi pour toi le minimalisme? Ah ouais, t'es là, tu participes. Tu prends l'improviste là. Eh oui, c'est ça le but. C'est savoir se satisfaire de ce qu'on a. Se satisfaire de ce qu'on a. Nickel, parfait. Comment? Et pourquoi? Mais c'est le but de la conférence, meuf. Je peux pas me spolier. C'est nickel. Alors, dans tout ce que vous avez dit, ce qui est hyper intéressant, c'est que, enfin, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'il y a deux formes de minimalisme, en tout cas de ce que je comprends. Il y a un minimalisme qui est plutôt matériel et un minimalisme qui est plutôt philosophique. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit depuis tout à l'heure. En fait, Radj et moi, on parle beaucoup tous les deux et on a fait dernièrement une vidéo sur le minimalisme et on se disait avant minimaliste et pour nous le minimalisme c'était quelque chose de matériel. Et par exemple quand moi je pensais au minimalisme, je pensais à ce que fait Bea Johnson notamment, pardon si je vous tourne le dos, je pensais notamment à, mais toi tu vas voir mes fesses toute la conférence, je pensais notamment à Bea Johnson et à son appartement tout blanc avec pas beaucoup de meubles, au fait qu'elle mette ses déchets dans un bocal, au fait que dans son mode de vie elle possède très peu, que son fils n'est pas de jouet, le malheureux, tout ça. Et c'était vraiment ma vision du minimalisme. Et en discutant, en fait, Radj et moi, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas minimaliste. Et là, vous vous dites, oh, je me suis fait arnaquer. Je viens voir des gens qui me disent qu'ils sont minimalistes alors qu'ils ne le sont pas. Et Radj, explique-nous pourquoi finalement on s'est dit qu'on n'était pas minimaliste, toi et moi. Il y a plein de trucs. Déjà, le truc, c'est que, je sais pas si vous voyez, chez Bea Johnson, c'est très vide, il n'y a rien, et tout est blanc, etc. Et nous, vous l'entendez tous ou pas? vous m'entendez bien? Oui, je parle 2 fois. Ouais, Et en fait, ce qui nous a fait penser à ça, c'est que chez nous, respectivement, c'est un peu plutôt le bordel, il y a plutôt plein de choses en fait. Parce qu'on n'a pas envie de jeter forcément des choses juste pour dire qu'on est minimaliste. Et donc on n'est pas du tout dans la définition classique du minimalisme, classique matériel en fait. Et en fait pour nous le minimalisme c'est juste ne pas être attaché aux choses. Ou alors plutôt minimiser ses attachements. Et vraiment on va dire le top, enfin le comble du minimalisme, c'est être tellement minimaliste que vous n'avez pas besoin de vous dire minimaliste et que vous n'avez pas besoin de vous attacher à cette identité-là et de jeter forcément toutes les choses chez vous. Donc on est plus dans la démarche de garder, puis peut-être réutiliser, récupérer, et voilà. Moi par exemple, je m'en suis rendu compte parce que chez mes copines, c'est vachement vide en fait. Par exemple, elles ont toutes des appartements, des maisons avec des meubles fermés, avec des trucs qui sont derrière les meubles. Et puis finalement, il n'y a rien qui traîne, la déco c'est hyper épuré, machin. Et quand j'allais chez elles, je me disais purée, mais en fait moi je suis vraiment une minimaliste en carton parce que dans ma maison, comme vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos, il y a plein de bouquins partout, il y a plein de trucs, il y a de l'objet, il y a de la décoration, je mets des guillemets parce que j'ai quand même une table en carton chez moi. Et je me sentais vachement mal à l'aise par rapport à ça, d'être la meuf qui parle de minimalisme sur internet et qui en fait ne l'est pas. Et je m'étais posé aussi la question par rapport à mon rapport au livre. Voilà, si on pense à quelque chose de concret, mes potes minimalistes et copines youtubeuses, blogueuses et copines dans la vie par exemple, elles vont lire des e-books, elles vont pas garder les livres, elles en ont très peu chez elles, elles vont lire genre un livre et puis une fois qu'elles l'ont fini, elles vont en acheter un autre. D'ailleurs c'est un peu comme ça que toi tu fonctionnes. Ouais. Tandis que moi, je garde tous mes bouquins, je garde tous mes bouquins que j'ai pas lus et j'en ai beaucoup. Et donc, voilà, on s'était dit, lui et moi, qu'on avait une autre forme de minimalisme. Et tu avais parlé, Radj, tu avais dit un mot spécial qui était trop cool, ça c'est vachement intelligent. Il y a le minimalisme matériel et le minimalisme philosophique. Non, le truc d'ornement machin là qu'on avait dit. Ah, il y a un autre truc en fait. En fait, la base de notre réflexion, c'est qu'on est minimaliste philosophiquement, mais pas du tout esthétiquement. Et en fait, le contraire du minimalisme esthétiquement, c'est l'ornementalisme. Et en fait, c'est la base du truc. Et moi, ça me paraissait bizarre qu'on ait une philosophie et qu'en même temps, on n'ait pas l'esthétique correspondante, parce que je pense qu'il va y avoir un lien normalement. Et donc, en fait, je pense qu'on n'est pas minimaliste et on est juste un autre truc qu'on doit travailler, auquel on doit donner un nom et auquel on doit réfléchir peut-être ensemble, qui est encore un autre truc que le minimalisme. En fait. Ouais. On pourrait peut-être appeler l'ornementalisme, mais je sais pas, peut-être pas non plus. Je sais pas trop. Et donc pour revenir à la définition du minimalisme, donc on s'est dit que finalement il y avait peut-être deux formes de minimalisme, et donc il y aurait le minimalisme matériel, celui auquel on pense en premier, celui qu'on connaît toutes parce que je pense qu'on est toutes un petit peu dans le même délire, j'imagine. Et nous on pense qu'on est plutôt des minimalistes philosophiques, qui serait un autre truc et pour le coup très peu de gens parlent. Et du coup c'est de ça dont on voudrait vous parler aujourd'hui.
J'ai fini mon intro. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous dire en gros les grandes lignes, les trucs qu'on va aborder. Donc, on va vous dire sur les points principaux comment nous on fonctionne dans notre vie. Et on va développer ça. Pendant qu'on le développe, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous couper, à nous poser des questions, ça ne pose aucun problème. Et à la fin, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fasse comme un tour de table où chacun, en fait, vous nous disiez quels sont vos problèmes dans la vie par rapport au minimalisme, qu'est-ce que vous voudriez faire que vous n'arrivez pas, qu'est-ce que vous avez essayé, qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, machin, pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir en fait à des solutions. Parce que finalement, on réfléchit vachement mieux quand on est beaucoup. Et nous, on peut apporter notre expertise, entre guillemets, parce qu'on le fait tous les jours. Mais je pense que vous tous aussi, vous avez plein de réponses à votre échelle et qu'on peut partager nos réponses ensemble pour pouvoir évoluer vers cette forme de minimalisme, si toutefois vous avez envie de le faire. Pas obligatoire. C'est jamais, parce que vous ne saviez pas que c'était du minimalisme philosophique. Ça vous va? Bon. Alors, comme on a bien travaillé, j'ai noté les thèmes principaux que nous allons aborder. On va parler en fait du minimalisme en tant qu'action politique. On va parler du minimalisme dans la nourriture, dans les vêtements, dans les obligations, dans les relations, dans l'identité, et dans la projection. Je sais que ça vous dit rien, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Raj, par exemple, tout à l'heure, tu avais écrit une définition ici, hyper intéressante. Vas-y. Non, mais c'est juste la définition de base. En gros, le minimalisme, c'est juste minimiser un maximum de choses. Et le truc isme, ça fait que c'est un peu du coup une idéologie, une philosophie, alors que pas vraiment quoi. Si on est vraiment minimaliste, on peut pas avoir une idéologie dans tous les cas et être attaché à ce truc-là. Quoi. Mais l'idée c'est juste le mot-clé c'est juste moins quoi. C'est juste le moins isme en fait. Tout ce qu'on fait, on essaye de tendre vers zéro. C'est ça que tu voulais que je dise, Nathalie ? Tu dis ce que tu veux, tu sais moi je suis minimaliste, je me déshabille, je finis cette conférence à poil. Et en gros, moi en tout cas, je sais pas si c'est vrai pour Laetitia, ce qui m'intéressait plus à la base, c'est vraiment pas le côté matériel dans le minimalisme, mais le côté juste avoir un minimum d'obligations par rapport aux autres, et juste un minimum de devoirs, et aussi pas forcément se définir en tant que quoi que ce soit, quoi, en tant que de tel ou tel parti politique, telle ou telle religion, ou même tel ou tel régime alimentaire. Donc là, tu parles du minimalisme philosophique en tant que parti politique. Ouais. D'accord. Non, au niveau de l'identité. Ouais, au niveau politique aussi. Au niveau politique, par exemple, c'est... Il y a un autre truc aussi, il y a un autre aspect qui me plaît beaucoup dans le minimalisme et qui est très lié, c'est l'idée de faire une action minimum viable dans n'importe quel domaine. Et je pense qu'un truc qui correspond bien à ça au minimalisme, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que les gens qui sont plutôt minimalistes vont avoir tendance à accepter de faire des tout petits trucs qui vont avoir peut-être zéro conséquence aujourd'hui et individuellement, mais qui, mis bout à bout, sur toute l'année avec plein d'autres gens, vont avoir un impact important. Donc par exemple, une manière d'être minimaliste, c'est juste consommer mieux tous les jours, parce que c'est un tout petit truc minimal dont les gens n'ont pas conscience que c'est une action politique, mais en fait ça change tout quoi. Vous m'entendez ou... Non, c'est pas. Okay. Et voilà, après si on a des trucs concrets au niveau des vêtements, de la nourriture, t'as pas de problème. Oui, donc pour l'action politique, vous avez compris ce que vous voulez dire, Max ? Vous avez des questions ? N'hésitez pas, vous pouvez nous couper, faire un truc tous ensemble. Si vous voulez rajouter quelque chose. C'était bon ? Je vais vous interroger à la fin. Au niveau du minimalisme philosophique, nous on avait pensé aussi à la nourriture. Alors la nourriture, je sais que dit comme ça on dirait que c'est un truc matériel, mais en fait, par exemple, dans mon mode de vie, le fait d'être minimaliste à tes souhaits, c'est le fait par exemple de me dire, moi je veux consommer que des produits hyper basiques et je veux avoir un choix de produits hyper réduit. Ça veut dire par exemple que je ne consomme pas de produits industriels, que je n'essaye pas tous les mois des nouveaux trucs et je me concentre sur des trucs hyper basiques qui vont me permettre de cuisiner plein de choses. Et le fait de faire ça, ça revient un petit peu à ce dont je parlais ce matin par rapport aux vêtements pour celles qui étaient là. Ça me permet de ne pas avoir à faire de choix et à garder de l'énergie. Par exemple, moi quand je vais faire les magasins, ce que je fais très peu finalement, parce que je ne vais plus dans les grands magasins pour acheter à manger, et ben je sais ce que je vais acheter, j'ai quelques produits de base qui seront toujours les mêmes, j'ai mes fruits et légumes qui seront de saison, donc toujours les mêmes, et j'ai plus cette réflexion de choisir, est-ce que j'ai envie d'essayer ce nouveau truc, est-ce que j'ai envie de tester ce truc industriel, ce truc transformé, est-ce que j'ai envie de faire des nouvelles recettes, des machins. Alors je sais que ça peut avoir l'air triste, je pense que les gens qui aiment beaucoup manger, ils doivent penser que c'est triste, mais en fait c'est pas du tout triste parce que j'ai la sensation que du moment que j'aime un truc, et ben, je peux le manger à peu près toute ma vie, et qu'encore une fois ça va me permettre de faire beaucoup d'économies d'énergie et des économies de choix. Comme je disais ce matin, en fait on passe nos journées à faire des choix tout le temps, à réfléchir, peser le pour, le contre, se casser la tête, machin.
Et j'ai besoin que mes choix ils soient hyper rapides. Donc si je mange à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire des salades de fruits, des soupes, des trucs très très basiques, et ben je ne fais plus ce choix-là et je peux garder mon énergie pour les choix qui valent vraiment la peine. Dans mon cas par exemple, les choix qui valent vraiment la peine, ça va être tout ce qui a un rapport avec mon travail, notamment YouTube et les actions positives que je veux faire dans le monde. Voilà. Je préfère manger tous les jours du riz, voilà, parce que j'ai pas à mettre mon énergie dans le choix et pouvoir garder mon énergie pour faire des trucs vachement plus cool qui vont apporter quelque chose à l'univers sans vouloir me la péter. Parce que ça fait hyper prétentieux, genre on va mettre à l'univers. Et toi, Raph, manger du riz, eh ben, franchement, je le vis hyper bien de manger à peu près tous les jours la même chose et il n'y a pas de surprise et c'est cool en fait. Quand tu dis que tu manges à peu près tous les jours la même chose, tu as un menu quasiment tous les jours? Non, en fait, c'est que quand je fais mes courses, j'achète vraiment que les mêmes trucs tout le temps. Enfin, d'ailleurs, je fais des vidéos de mes courses bio et chaque fois, je me dis que je comprends pas que les gens ils aiment bien regarder mes vidéos. Franchement, merci à vous, vous êtes hyper tolérants parce que c'est toujours les mêmes trucs dont je parle. Je rajoute genre un produit de temps en temps, mais j'achète toujours la même chose. Après, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre et de réfléchir à le cuisiner différemment. Et là, du coup, j'ai pas l'impression d'utiliser de l'énergie, mais d'utiliser quelque chose de créateur et donc c'est hyper stimulant, tu vois. Mais j'ai pas l'envie de découvrir de nouveaux produits spécialement. Voilà. C'est hyper rare, tu vois, genre là j'ai découvert le tapioca, je sais tout le monde connaît sur Terre, je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a quelques jours. Je suis en folie de la vie, j'ai envie de manger du tapioca et je sais que si je l'intègre dans mon alimentation, je vais en manger pendant des mois et des années et ce sera très très bien. Voilà, j'ai répondu à ta question. Cool. Ça me semble pas si bizarre que ça. Je suis peut-être la seule qui vit en campagne profonde. Mais nous on a planté des tomates et on a eu genre 18 kilos de tomates tous les jours cet été. Et on a mangé que des tomates pendant tout l'été. Et t'as réussi à le faire sans être malheureuse à la fin? On n'est pas malheureux. C'est quelque chose que les gens faisaient très bien avant. Parce que tout le monde avait son jardin et mangeait ce qui poussait au moment où ça poussait. Et cette forme de minimalisme, ce qui est intéressant, c'est que le minimalisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à des essentiels qui étaient des essentiels et ce qui était normal pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et nous, en fait, on est dans un système où on a plein de choix, plein de trucs, c'est hyper diversifié et on se perd dans ce choix-là. Et c'est hyper intéressant de revenir à des trucs comme ça. Donc ouais. Comment? Un jardin. Ah ouais, un jardin où tu manges ce que la terre elle te donne et basta quoi. Nos grands-parents, les tomates en hiver, c'était pas possible. À part les bébés. Bien sûr. Ben, tu vois, ça c'est un truc que j'ai découvert, que j'ai redécouvert quand j'ai commencé justement à changer mon alimentation et à me dire j'ai envie d'aller vers quelque chose de simple. Parce qu'en fait, j'avais tellement l'habitude d'aller dans des magasins où j'avais des fruits et légumes toute l'année que j'avais oublié qu'il y avait une saisonnalité. C'est hyper mongol, mais j'avais oublié. Tu vois que les tomates, c'était pas en hiver quoi. Et quand tu reviens à du simple, dans un sens en fait, tu te reconnectes à la terre à laquelle tu appartiens parce que nous on n'est pas des mêmes régions, mais selon nos régions on a certains fruits et légumes machin. Et effectivement, c'est aussi une forme de minimalisme philosophique parce que tu dis, ben voilà, je prends juste ce que la terre me donne et ce que mon environnement me donne et j'essaie pas d'avoir plus parce qu'en fait, j'en ai pas forcément ni besoin ni envie. Ouais. Donc on est dans le même délire du manger. Vous aviez d'autres questions, d'autres remarques par rapport au manger? Ouais. Moi j'avais une remarque, alors je ne mets pas en cause le minimalisme, par contre je ne suis pas toujours d'accord avec l'argument selon lequel nos grands-parents vivaient dans le minimalisme. Pour moi c'est vraiment c'était beaucoup plus social et technologique que n'importe quoi d'autre. Ils n'avaient pas accès forcément à autant de divertissement que nous, même pour ceux qui sont à peu près de la génération, nos grands-parents n'avaient probablement pas tous l'électricité quand ils étaient enfants, donc à 18h en hiver, il fallait dormir, il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà, donc je veux dire, autant je suis sensible à l'argument qu'aujourd'hui ça peut être un choix, autant à l'époque c'était... il n'y avait pas le choix. Et c'était... Enfin voilà. Le fait que c'était pas le choix, c'était pas forcément dire que c'était vécu comme un corps. Non, c'était juste une nature. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on peut le voir effectivement comme ça. Moi j'allais te dire la même chose. Est-ce que finalement c'était une contrainte ou pas pour eux? J'ai pas la réponse. Parce qu'en fait, j'ai pas de grands-parents qui j'ai demandé, mais ça pourrait être intéressant en fait de creuser, de demander à nos grands-parents si pour eux ça l'était ou pas. On a une archéologue là, tu dois savoir toi.
quand les supermarchés sont apparus, ça a été une grande source de joie pour les gens. Parce que et pour eux, ça simplifiait leur vie. Ouais. Donc c'était quelque chose de spécial. Après, il y avait, ça venait des États-Unis aussi, on sortait de la guerre, donc les États-Unis c'était ceux qui nous avaient sauvés. Donc forcément, c'était quelque chose de positif. Ouais. C'était nouveau, donc du coup ça les a attirés aussi. Ouais, mais surtout, puis ça a aidé, c'était vachement. Mais dès le départ, j'avais vu un reportage, il y avait quand même des supermarchés de fermiers en fait, qui avaient déjà commencé à se réunir et à vendre en direct. Et le truc, c'est resté des initiatives très très locales et c'est pas. En fait, le problème de la nourriture, ça arrive aussi quand on vit en ville. Vivre en ville, manger en ville, c'est cher. Il n'y a rien de naturel, rien ne pousse en ville, il n'y a pas de vivant dans la ville. Donc, les pigeons. Ouais, mais ils sont malades. Enfin, tu vas pas les... Donc forcément, il faut... Quand tu vis à la campagne, tu as un jardin, tu n'as pas trop de problème. J'habitais à Lyon il y a 2 ans. Non, mais moi j'ai la campagne aussi, j'ai toujours eu un jardin, maintenant plus, et c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est des problèmes de citadins aussi, la nourriture pour l'Europe, hein, pour d'autres pays. Pourquoi pour l'Europe. Oui. Après pour Je ne sais d'autres pas pays. si c'est que des problèmes de citadins, parce que même en vivant à la campagne, il y en a énormément qui vont faire la course dans les supermarchés, alors qu'ils pourraient soit faire pousser, soit qu'ils ont accès à des... Mais si tu as le terrain pour faire pousser, tu le fais pas forcément. C'est ça. Quand tu vis mes grands-parents, le terrain, ils le font pas. C'est parce qu'ils ont été habitués au supermarché. Enfin, pour eux, c'était une révolution facile. Mais après, en fait, toi, ce que tu dis quand tu dis que tu veux aller vers une alimentation qui est la même, parce que ça te simplifie la vie, et que tu retrouves une saisonnalité, c'est aussi peut-être que tu as goûté des légumes à une bonne époque et que c'est bon en fait, et que tu retrouves une qualité, tu redécouvres quelque chose qui, au niveau du palais, en fait, c'est plus simple parce que c'est juste mieux. Tu parles quand j'ai changé mon alimentation? Ouais, tu parles de l'exemple des tomates. Oui, j'ai redécouvert le goût des tomates quand j'ai changé la manière de les consommer. Quand j'ai commencé à acheter des vraies tomates chez un maraîcher local, bio, machin, de saison, j'ai découvert qu'en fait ce que je mangeais avant, ça n'avait pas vraiment un goût de tomate. Ça avait l'air, mais ça n'avait pas le goût. Et qu'au final, c'est une sorte de gaspillage de l'argent, de temps, Effectivement. Autant pas aller au supermarché si c'est pour acheter un produit. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais je pense que tu as raison. Ouais. Toi, Raj, tu avais quelque chose à dire par rapport à la nourriture? Non, juste à une époque j'ai fait un test, c'était de manger exactement la même chose tous les jours. J'ai fait 3 semaines et j'avais les 3 mêmes repas tous les jours et c'était à la fois trop bien, à la fois le pire truc de ma vie. C'est quoi le repas? C'était un truc assez sain quoi. Le matin il y avait un yaourt de brebis avec des fruits secs un peu. Le midi il y avait une omelette avec des champignons et le soir c'était une grosse salade avec plein de légumes. Et c'était bon quoi, c'était vachement bon et ça m'a appris plein de choses. Déjà ça m'a appris que la salade ça pouvait être vachement bon en fait. Alors c'est le mois où j'ai découvert que ça avait un goût la salade et que même sans sauce ça pouvait être bon. Et ça je trouve encore que la salade c'est bon. Et aussi le truc vraiment fou c'est que quand je faisais mes courses, genre je réfléchissais pas, je prenais toujours la même chose. Et j'avais le sentiment d'être beaucoup plus libre et d'avoir gagné énormément de temps. Alors qu'en fait c'était le même temps de cuisine et de course quoi, mais je sais pas, psychologiquement c'est comme si j'avais beaucoup plus de temps quoi. Après c'était beaucoup trop extrême clairement et au bout de 3 semaines j'avais besoin de manger autre chose. Mais voilà, c'est la seule expérience que j'ai fait vraiment comme ça un peu. Mais d'ailleurs tu avais fait une vidéo pour dire que ça avait pas marché et que, et que c'était un assumé. échec. Ça a marché, mais pendant 3 semaines, ça dépend comment tu... Ouais, après 3 semaines avec des écarts aussi. Donc voilà. Mais c'est cool que tu te sois senti libre, en fait, c'est l'idée à laquelle je pensais. Oui, en fait, quand tu réfléchis plus, t'es hyper libre parce que ton attention elle est sur autre chose, quoi. Et ça peut être dans tous les domaines, quoi. Il y a des gens qui portent les mêmes vêtements tous les jours, ou genre quand juste toi t'as acheté des vêtements, cool, quoi. Tu Mais fais il y a la un autre. transition du sujet d'après. C'est exceptionnel, vas-y. Et donc ouais, toi t'achètes pas de vêtements, mais il y a des gens qui non seulement achètent pas de vêtements, mais ont un seul vêtement ou plusieurs exemplaires, et qui poussent le truc jusqu'au bout. Et ouais, forcément ça fait gagner de l'énergie en fait. Ouais. À Attends, réfléchir. juste, y en a de vous qui étiez pas là ce matin, je crois. C'est ça? Ouais. Vous connaissez mon délire au niveau des vêtements? Oui. Non, pas toutes. En fait, en gros, je vous le dis vite fait, je suis désolée pour celles qui ont déjà entendu, mais en gros, depuis
6 ans, je n'achète plus aucun vêtement. Et je vis avec le stock de vêtements que j'ai et j'en donne tous les ans énormément. Donc je vis avec très très peu de vêtements. Et j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, le fait de ne plus choisir mes vêtements le matin, de ne plus aller dans des magasins, de ne plus être sollicité par la publicité, par les magasins, de ne plus être happé, ça me faisait gagner énormément d'énergie. Et effectivement, ça rend beaucoup plus libre et que ça me faisait beaucoup de bien. Et maintenant, au bout de 6 ans, je ne fais même plus attention aux magasins qu'il y a autour de moi. Et je n'ai aucune envie d'acheter du vêtement ou de la chaussure ou même une culotte. Voilà. Donc c'était le sujet d'après, c'est pour ça qu'il en parlait. Et je disais notamment que mon rêve dans la vie, ce serait d'être habillée tous les jours pareil, d'avoir le même vêtement ou d'avoir plusieurs fois le même vêtement et de ne plus réfléchir en fait à ça. À quelle image je projette quand je m'habille, à pourquoi je m'habille comme ça et pas comme ça et machin. C'est trop de choix en fait pour mon cerveau et je suis plus capable. J'ai besoin que ce soit hyper simple et hyper rapide. Voilà. Et ça rejoint ton exemple. Et ça se ramène à plein de trucs parce que finalement, tous ces trucs matériels, ils se ramènent toujours à des trucs beaucoup plus profonds parce que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'habiller toujours pareil? C'est parce que, entre guillemets, on veut plaire à différentes personnes dans différents milieux. Donc en fait, à mes yeux, le vrai truc central pour le minimalisme, c'est déjà à un niveau quotidien ou même professionnel, de ne pas avoir un minimum d'obligations et avoir des obligations avec un minimum de personnes. Et ça passe aussi par... Vous m'entendez ou pas? Oui, non. Et donc ça passe aussi par... Assez fort, hein. Franchement, vous pouvez. Hein. Et moi, je pense que ça passe aussi par avoir un minimum du coup de relations. En fait, se contenter sur quelques relations de qualité avec quelques personnes. Et ça n'empêche pas de rencontrer des gens, et voilà. Mais pas essayer de plaire à un maximum de personnes. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui. En fait, donc c'était le sujet d'après. Bravo, Raj. Au niveau des vêtements, vous avez des questions ou pas? Ouais. Sur les vêtements d'abord. Une question, c'est plus une réflexion. Ça se fait déjà en fait, c'est l'uniforme. C'est comme si tu mettais un uniforme pour les tourner. Ça va être tout le temps le même. Il y a une blogueuse qui avait fait une expérience sur ça. Pardon, Raj, tu disais. Non, elle disait que c'est comme un uniforme. C'était comme un uniforme. Il y a une blogueuse qui avait fait une expérience sur ça. Il y a 2 blogueuses qui ont fait des expériences qui étaient hyper intéressantes. Il y en a une, en fait, elle a décidé de s'habiller au travail tous les jours pareil pour justement faire comme un uniforme. Et elle disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien dans sa vie, aussi libre et qu'elle avait gagné un temps énorme à s'habiller tous les jours pareil. Je trouve l'expérience exceptionnelle. Et il y a une autre meuf, ce qu'elle avait fait, c'est que tous les jours, elle s'habillait de la même manière et elle a fait ça pendant 1 an. Et elle accessoirisait en fait son vêtement tous les jours de manière différente. Et les gens autour d'elle ne se rendaient pas forcément compte qu'elle s'habillait de la même manière tous les jours. Et elle a réussi à vivre avec une tenue, ce que je trouve fabuleux. Mais après, pour le coup, c'est un petit peu moins mon délire parce que moi, j'aime pas les accessoires. Donc dans mon délire minimaliste et tout ça, j'ai besoin que ce soit simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai besoin que mes habits soient polyvalents. Voilà, robe jupe par exemple. Mais je trouvais l'expérience géniale. Et du coup, sinon au niveau des machines, parce que moi perso j'ai 2 pantalons et avec 2 pantalons c'est très compliqué déjà. Du coup je me suis mise en jupe par exemple parce que j'avais plus de pantalons. Mais voilà, des fois je pense pas à faire une machine, j'ai pas le temps. Mais voilà, comment tu fais par exemple? Alors écoute, moi je m'en fous de reporter plusieurs fois le même vêtement sans le laver. Je suis désolée si je passe pour une grosse crasseuse, je m'excuse. D'ailleurs là je fais un défi, ça fait 10 jours que je suis habillée avec quasiment la même tenue parce que je suis pas rentrée chez moi et que j'avais pas envie de prendre des vêtements avec moi. Je m'en fous un petit peu en fait de ça, je me lave tous les jours donc je trouve que mes vêtements ne s'abîment pas énormément, j'ai pas beaucoup d'odeur et puis je m'en fous en fait en réalité. Donc je gère ça comme ça, tu vois, mettons, ça me dérange pas de porter 4-5 jours, une semaine le même pantalon. Et d'ailleurs la plupart des mecs le font, sauf que vous le dites pas, vous l'assumez pas forcément, mais vous le portez toujours le même pantalon. Et c'est pas grave, c'est cool. Donc voilà. Et en fait mon minimalisme justement il me fait faire vachement moins de lessive et gaspiller beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de lessive, de savon, de machin. Mais parce que je suis pas hyper regardante. Des petites machines, tu les fais pas en... J'ai un mari qui est pas minimaliste, moi. Tu sais, j'ai un mari qui se change 3-4 fois par jour, donc... tu glisses subrepticement. Ouais, il compense bien. J'aimerais bien qu'il soit dans le même délire aussi. Comment tu dis, moi par exemple, j'enseigne, je peux pas m'habiller toujours de la même manière les élèves, je trouve ça bizarre. À moins que ce soit faire des remarques, mais je pourrais dire je m'en fiche, mais je tiens quand même, tu vois, à être habillée différemment un jour sur l'autre. Donc moi aussi je suis minimaliste, j'ai pas beaucoup de vêtements. Pour parler des pantalons, si tu veux, moi depuis 6 ans j'achète beaucoup moins de vêtements. Avant j'achetais énormément. Et là depuis 6 ans je me suis dit je dois arrêter de dépenser mon argent, dépenser une bonne... il y a 2 ans exactement, j'ai 3 mes pantalons qui ont craqué en même temps. Et j'avais 5 pantalons, donc sur les 3, il m'en restait plus que 2. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les rachète ou je les rachète pas? Et pendant 2 semaines, je suis restée avec 2 pantalons, donc j'y arrivais. Et puis à un moment, je me suis dit, non, mais je peux pas le durer comme ça. Donc j'en ai racheté 3.
Et du coup là je tourne toujours avec les 5 mêmes pantalons, voilà, je change une jupe, etc. Donc au niveau des machines, moi ce que je fais sur une semaine, si tu veux un pantalon, je vais le mettre entre 2 et 3 fois. Et les hauts c'est pareil en fait, voilà, je vais essayer du coup d'essayer de les accorder différemment, tu vois, l'un avec l'autre. Et je fais une lessive toutes les 2 semaines. Donc quand je fais ma lessive, du coup je remplis bien ma machine. Et du coup je lave au bout de 2 semaines. Donc dans le mois si tu veux, j'ai des tenues que je vais mettre chaque semestre. Mais du coup je vais faire une machine toutes les 2 semaines. C'est de l'organisation. Exactement, il faut en penser en amont. Et du coup là quand j'achète, je me dis pas ah tiens c'est un coup de cœur j'achète. Je me dis surtout si je l'achète avec quoi je vais le mettre. Et je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais oui, mais tu cherches déjà avec quoi tu vas l'accorder, etc. Comment tu vas le mettre, parce que si c'est pour le mettre et ne pas l'acheter, enfin c'est pour l'acheter et ne pas le mettre, plutôt ça sert à rien. Donc là je vous dis ça, et j'ai fait les soldes, et ça fait 4 ans que j'avais pas fait les soldes en février dernier. Il y avait un kimono qui était en solde à la FNAC, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas mis. Et je me suis dit, ah c'est pas bien, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas mis, il est tout neuf, il a encore l'étiquette, parce que justement j'ai acheté et j'ai pas réfléchi à comment j'allais l'accorder. Donc là, voilà, je sais pas quoi faire avec, je me revends, je fais quoi, il est neuf, voilà. Et je te montrerai si tu veux. Et ce que tu peux faire aussi, c'est aller en fait, par exemple, tu peux mettre plusieurs fois le même pull sans que ça se remarque en fait. Tu le mets un jour, tu le mets pas le lendemain, tu le plies, c'est tout. Tu peux le remettre le jour d'après. Un pull, tu peux le mettre plusieurs jours, c'est pas sale. Ça se voit pas, les gens ils font pas gaffe. Et non, c'est vraiment surtout l'organisation au niveau de la machine. Mais deux, c'est les vacances souvent. Deux, je pense que t'as beaucoup de fringues, je crois. Moi, j'avais beaucoup d'habits, mais j'ai énormément donné, et malgré le fait que j'achète pas, je donne encore beaucoup tous les ans. Je donne à ma sœur. T'as arrêté au moment où tu disais que t'achetais plus de fringues, Ouais. mais que t'avais quand même beaucoup de fringues. Ouais. Mais en fait, c'est relatif. C'est vrai qu'on me fait toujours cette remarque, et moi, la première, j'y pense chaque fois. Mais en fait, c'est relatif parce que souvent, on a vachement de vêtements. Mais on n'utilise que les vêtements du haut de chaque pile, genre les 2 premiers pantalons, les 3 premiers t-shirts, machin. Et au final, moi, je me rends compte que j'utilise toujours les trucs du haut de la pile et que j'utilisais toujours les trucs du haut de la pile. Et ma réflexion, ça a été de me dire, tu vois, t'as vu quand t'as un pantalon que t'aimes de ouf et que tu le mets tout le temps et qu'un jour il meurt pour une raison X ou Y, t'es un petit peu désemparé, tu vois, genre qu'est-ce que je fais, genre achète machin. Et ma forme de minimalisme à moi, c'est de me dire plutôt que de remplacer, je prends dans ce que j'ai déjà. Et donc en fait je vais redécouvrir un vêtement que j'avais acheté que j'avais pas forcément porté, donc comme ce qu'elle dit, tu vois, peut-être un jour elle va être en manque, elle va prendre son kimono, elle va se rendre compte qu'il est exceptionnel, elle le mettra tout le temps. Moi je fonctionne comme ça, tu vois, je rentabilise en fait ce que j'ai déjà acheté. Moi je fais différemment. Moi du coup là j'essaie de faire tourner mes vêtements pour les user le moins vite possible et pour du coup retarder le nouvel achat. Ouais. Après d'un point de vue pratique, du coup moi je répare beaucoup mes vêtements et j'accepte aussi que mes vêtements ils soient pas beaux ou qu'ils soient troués. Alors j'ai souvent l'air d'une clocharde, mais je le vis assez bien parce qu'au final il n'y a que moi qui sais que j'ai l'air d'une clocharde et les gens s'en rendent absolument pas compte. Mais souvent j'ai des pulls avec des trous, des t-shirts, mes t-shirts sont toujours troués, enfin je suis toujours un peu débraillée. Et je me suis rendu compte que c'était hyper psychologique en fait le fait de ne pas me sentir bien dans des vêtements qui étaient nickel parce que les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Essayez un jour d'être débraillés, vous êtes tous toutes belles et tout, toutes magnifiques avec vos habits tout beaux, mais essayez un jour d'être un peu débraillés pour voir si les gens s'en rendent compte et vous verrez que non, pas un brin. Et que c'est absolument pas grave d'avoir un trou dans son vêtement et que personne ne vous jugera pour ça. Il n'y a que toi qui focalise dessus. Ouais. Et moi je me suis vachement détachée de ça. Je le vis hyper bien d'avoir des vêtements troués par exemple. Ouais. Et ça me fait penser à un truc que j'avais découvert quand j'ai commencé à être blogueuse, c'était le système des capsules. Vous devez connaître parce que toutes les meufs elles connaissent. Alors franchement je connais vite fait parce que ça m'a très vite saoulée. Mais j'avais vu le truc où les meufs elles font, et c'est pas du tout un jugement quand je dis ça m'a saoulée, c'est juste ça m'a saoulée à moi mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais j'avais vu les meufs qui font donc leurs capsules avec les vêtements qu'elles devraient porter pour avoir une garde-robe minimaliste et pour que tout s'accorde avec tout et qu'elles aient pas beaucoup de vêtements différents mais qu'elles puissent changer de vêtements régulièrement, du moins être habillées différemment. Et au début j'avais trouvé l'idée hyper intéressante mais le problème auquel je suis confrontée, elle voit pas elle. Je t'entends, j'ai pas besoin de te voir. Le problème auquel c'est pour l'embêter en fait. Le problème auquel je me suis confrontée, c'est que si je voulais avoir une capsule comme la plupart des blogueuses, il fallait que j'achète les vêtements basiques qui me manquaient. Et ça me saoulait. Et c'est ça qui me saoule un petit peu dans le minimalisme généralement, c'est qu'on
pour pouvoir devenir minimaliste, il faut qu'on achète des trucs ou qu'on remplace des trucs qu'on achète. Et dans les vêtements, voilà, j'ai pas adopté ce style-là parce que je me suis dit, mon minimalisme à moi. Tu peux détester acheter dans les magasins, c'est vraiment la honte. Là, je voulais faire il y a pas beaucoup de choses qui le plaisir de m'habiller, je l'ai pas non plus. Moi, je chope aussi. Le nudisme, c'est aussi ouais, mais le nudiste en ville, c'est un peu soyons tous en nudiste, c'est vachement minimaliste, c'est cool. Je propose qu'on commence maintenant. En ville, c'est un peu spécial. On a tous notre rapport au vêtement qui est différent. Sans parler nudiste, hein, c'est pas mon trip non plus, mais c'est pas... Je vais pas prendre plaisir à me dire ah je vais mettre ça avec ça. Je vais choper les premiers trucs qui arrivent. Je regardais si je mets pas un truc bleu clair, enfin les couleurs qui vont pas du tout ensemble ou tout, mais sinon. Bah après ça reste ta personnalité et ton style et comment tu ressens. Il faut mieux être soi-même plutôt que de se forcer à faire quelque chose. Ça, ouais, bah pardon pour répondre, parce que du coup je t'ai pas entendu. J'associe plus du tout l'acte de plaisir avec la manière dont je m'habille. Et ouais, moi je m'en fous complètement. Mais je pense que du coup c'est devenu mon style de m'en foutre de la manière dont je suis habillée. Tu vois, par exemple, je serais capable de passer ma journée comme ça et en fait c'est n'importe quoi, tu vois, mais je le vivrais bien. Et donc je pense que c'est aussi dans l'attitude. Je crois qu'il y a beaucoup de ça et que du moment que tu assumes complètement ton non-style et le fait de t'en foutre de tes habits, ça devient ton style et en fait ça passe et les gens le ressentent comme ça. Et donc moi je suis toujours habillée comme une clocharde mais les gens s'en rendent pas compte, ce qui est vachement drôle, tu vois, et pour eux je suis une meuf cool alors qu'en vérité c'est juste que j'en ai rien à faire. Parce que tu l'assumes et du complètement. coup tu dégages quelque chose et au final ça passe. Exactement. Et c'est une manière hyper intéressante encore une fois, tu vois, d'être dans une démarche minimaliste et surtout de se détacher. Tu vois, de te détacher, et ça reprend un truc dont on va parler après, de te détacher de l'image que tu renvoies et de l'image que tu renvoies pour te positionner socialement, tu vois. Et du coup, ça permet de faire une transition parce que toi, tu voulais parler justement de ça, Raj. Ben, je sais pas si je voulais parler de ça, mais là, je pensais... Ouais, enfin, le plaisir de l'acte d'achat, c'est beaucoup ça, c'est que quand tu achètes un nouveau vêtement et qu'il est beau, tu vas avoir l'impression que tu plais plus aux gens autour de toi. Mais en fait, c'est juste une illusion parce que tu fais plus attention à la réaction des gens par rapport à ton nouveau vêtement. Alors qu'en fait, les gens, ils savent pas que c'est un nouveau vêtement, et ça se fait, ils s'en fichent. Et ce truc-là, il dure jamais très longtemps. Et en fait, moi, peut-être que j'avais beaucoup ça à un moment, on me disait, tiens, je vais acheter ce nouveau truc, ces nouvelles chaussures, les gens vont me faire des compliments, etc. Mais passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait, bah, t'as besoin à nouveau d'acheter. En fait, évidemment, moi, c'était un peu une lassitude aussi par rapport à ce truc-là, en fait, de toujours revenir en arrière et de réaliser qu'en fait, bah ouais, en fait, ça sert à rien, quoi. Moi, ce qu'il y avait quand je faisais des achats, c'est que des fois c'était compensatoire. Par exemple, je sais pas, je me sens pas très bien ou j'ai une contrariété, tu vas faire les magasins, tu vas acheter des choses et au final, des fois aussi, je rentrais dans les magasins et la vendeuse, elle va te faire un sourire, elle va bien t'accueillir et du coup, psychologiquement, je me sentais un peu obligée d'acheter quelque chose. Tu vois, et du coup, je me toujours avec, je sais pas, un truc ou bien 10 trucs, au final, ça me donnait envie d'acheter. Et c'est marrant comment la psychologie dans les magasins, comment ils t'accueillent, comment ils se mettent en place, etc. Pour te mettre en confiance. Du coup, ça marchait quand même des fois sur moi, surtout dans les moments où je me disais que voilà, j'allais faire un achat et que du coup, ça allait me faire plaisir et ça allait me faire du bien, etc. Et du coup, c'est comme ça que on fait des achats sans forcément en avoir besoin, sans y penser, et que je me suis retrouvée avec une armoire remplie. Et j'avais dit à une amie à un moment, mon armoire elle est remplie, je sais pas quoi faire et tout, je crois que... Enfin voilà, je lui ai expliqué juste ça, et elle me disait t'as qu'à racheter une armoire pour mettre des autres vêtements. Et là, c'était un déclic et je me suis dit, non en fait, j'ai pas la place chez moi de remettre une autre armoire, et je vais pas racheter une armoire pour la remplir à nouveau, ça va servir à rien. Et ça c'était un des déclics justement pour me dire arrête d'acheter, voilà, change ta manière de t'habiller, d'acheter, de faire les magasins. Alors pour poursuivre, donc le vêtement, même s'il y a un aspect matériel, donc on vient de voir qu'il y avait comme aussi un gros aspect philosophique et théorique et machin dans l'acte d'achat et le minimalisme autour du vêtement. Après en fait j'aimerais bien parler avec vous du minimalisme au niveau des relations. Donc toujours dans cette idée de minimalisme philosophique, moi je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être dans des relations de plus en plus simples avec les gens et avec mon entourage, et que c'était aussi une forme de minimalisme.
par exemple, quand je parle avec les gens, moi je vais jamais être ironique, je vais pas être dans le double sens, dans le, vous voyez, les trucs un peu comme ça, machin. J'essaye que tout soit clair, que tout soit fluide, et ça me fait vachement bien en fait d'avoir des relations hyper simples avec les gens, et je trouve que c'est aussi une forme de minimalisme. On en a parlé tout à l'heure. Toi, je crois aussi que tu avais des trucs à dire par rapport à ça, par rapport aux relations à l'autre. Ouais, moi à ce niveau-là, je suis beaucoup moins minimaliste que toi. Après, c'est une démarche sur laquelle j'essaye d'avancer. Et pour ça, il y a eu un projet que j'ai fait pendant 30 jours qui était de dire oui à tout. Et pour le coup, c'était vraiment bien parce que du coup, j'ai pu réfléchir pendant 30 jours en fait en relation. Enfin, je disais oui, je faisais tout. Et l'autre projet, je pense qu'il va dans ce sens-là, que je vais faire à la fin de l'année normalement, c'est 30 jours d'honnêteté radicale, qui est en fait le fait de dire toujours, sans exception, la vérité sur tous les sujets, et même au niveau émotionnel. Et ça fait partie de ça aussi, en fait, d'avoir un minimum de filtre au niveau de entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et je pense que ça libère l'esprit, en fait, parce que plus il y a pas forcément de mensonges, mais de, comment dire, de modifications, de problèmes, je pense. Ouais, c'est clair. Je pense pas. Je veux dire des problèmes, on va dire à un niveau superficiel, mais intérieurement, je pense que tout va mieux en fait. Après, quand ça dépend de ta situation. On n'exprime pas de la même façon quand on commence à l'exprimer. Parce que souvent, c'est les gens qui refoulent énormément qui se retrouvent à avoir des colères qui sont débordantes ou des peines qui sont débordantes, alors que quand tu prends l'habitude d'exprimer quotidiennement avec justesse, au final, ça déborde plus. Et tu sais l'exprimer pour que ce soit entendable pour l'autre. Ouais. Oui, c'est ça, c'est comme les enfants, les enfants ils sont honnêtes radicalement, tout va bien. C'est minimaliste parce qu'elle joue vraiment avec ça ou c'est C'est parce que, non, c'est une copine qui me laissait donner, j'ai oublié de lui prendre des jouets parce que je suis une mauvaise mère. Non, ça c'est. Elle a pas l'air trop malheureuse. Ça c'est horrible, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des enfants, mais. Moi je prends Non, les cadeaux outrance, les bandes de jouets, c'est difficile d'avoir une maison minimaliste. Il y a les autres qui ont la. C'est vrai que tu disais pour les enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas le filtre et du coup il n'y a pas de. Enfin, c'est simple quoi. C'est hyper simple. Il y a un truc dont tu avais. Pardon ? Ils n'ont pas les mêmes choses à gérer que. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes choses. Mais on les conditionne, il n'y a pas le travail, il n'y a pas les achats. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si Raj se met à parler comme un enfant, ça va être compliqué. Pendant le projet Yes, en fait, c'était un peu ça, quoi, parce que tout ce qu'il était capable de nous dire, en fait, nous on a passé beaucoup de temps avec Raj quand il était dans son projet Yes, on lui a fait un petit peu la misère, passer sauvage et moi, et tout ce qu'il était capable de nous dire, c'était oui, en fait, comme un enfant, quoi. Et ce qui était hyper drôle, c'est quand il a terminé son projet et qu'il devait dire non. En fait, ça lui demandait un effort psychologique de devoir redécider de choses et c'était hyper fatigant. Ouais, c'est très très compliqué quoi. Mais en fait, la vraie position minimaliste, ce serait plutôt de dire non à tout, mais pas forcément quoi. Enfin, les deux marchent en fait, c'est juste de moins réfléchir et toujours à peu près faire la même chose dans sa relation et du coup simplifier sa relation. Bah, je l'ai testé pendant des années, une dizaine d'années à peu près, ouais. Donc pour moi c'est naturel, c'est pour ça que j'ai fait le projet aussi. Il y avait un truc intéressant dont tu m'avais parlé un jour, tu sais, c'était le rapport à la politesse. Ouais. Et le fait qu'à partir du moment où tu enlevais la politesse, c'était aussi dans un rapport humaniste à l'autre. Ouais, après c'est un truc, c'est peut-être un peu extrême, mais dans l'honnêteté radicale, il y a plusieurs niveaux. Il y a le fait de dire toujours la vérité, de toujours exprimer ses émotions. Mais le niveau supérieur, c'est même de ne pas avoir de politesse et juste, plutôt que de dire merci, bonjour et des trucs un peu basiques comme ça qui en fait n'ont pas de sens, vraiment exprimer ses émotions et les exprimer de manière peut-être plus forte et plus impactante, quitte à des fois pas les exprimer, être un peu impoli. Mais ça c'est un autre, oui, c'est intéressant. C'est un autre sujet, quoi, mais c'est toujours aller dans le sens. Le minimalisme philosophique et spirituel, il fonctionne comme ça. Ouais, c'est toujours aller dans le sens de retirer un maximum de choses pour progresser en fait. Ce qui n'est pas la démarche habituelle des gens, et moi, la manière dont j'ai appris ça, paradoxalement, c'est pas du tout dans le monde philosophique ou quoi que ce soit, c'est par rapport aux entreprises. Je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Et quand une entreprise, pour qu'elle marche, en fait, ce qu'il faut, c'est en général, c'est arrêter de faire les choses qui ne marchent pas et faire un minimum de choses. Et je suis parti de là pour utiliser aussi cette philosophie de faire moins de choses pour améliorer dans tout, en fait, dans tous les domaines. Par rapport à ça, vous avez des questions ? Par rapport à cette forme de minimalisme au niveau des relations ? En fait, c'est juste que je suis tout à fait
d'accord avec ce que vous dites, et franchement, ça donne envie d'essayer de nouvelles choses. Mais je me demande la liberté à l'autre, en fait, à un moment donné, jusqu'à quel point on fait pas de mal à l'autre. Par rapport à quoi? Par exemple, la non-politesse. En effet, souvent, c'est des manières et toutes choses qui se passent pas grand-chose, mais à quel point je vais pas faire de mal? Non, c'est une vraie question. Même la non-politesse, c'est un vrai mais même le radical en soi. Voilà, c'est ça, parce que moi, on m'a reproché d'être si franche, alors que j'avais juste l'impression d'être sincère, et ça m'a valu de problèmes. C'est un autre sujet, mais moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de ça, qui s'appelle Brad Banton. Non, j'ai pas entendu le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. Brad Banton. En fait, c'est parce que je suis dehors. Bon, je reste là. Et donc cet auteur s'appelle Brad Banton, il explique en fait que c'est pas grave de blesser les gens pendant 1 minute ou quelques secondes, parce qu'en fait le vrai truc blessant pour les gens, c'est de leur donner une fausse information, ou une information un petit peu modifiée par rapport à la réalité. C'est-à-dire que, comment dire, c'est comme si tu prenais une voiture et que le moteur tu l'ouvrais et à l'intérieur tu mettais une pièce étrangère. Quand tu mets une fausse information à l'intérieur du cerveau de quelqu'un, peut-être que sur le moment il va se sentir bien, mais sur le long terme, peut-être que le moteur il va casser. Et en fait, c'est partir de ce truc-là et partir du principe que les gens sont intelligents et que le plus grave qui peut leur arriver, c'est d'avoir des mauvaises informations sur le monde et sur eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont peut-être plein de défauts et qui s'en rendent pas compte parce que personne ne va jamais leur dire. Peut-être, je sais pas, dans leur personnalité, dans la manière de s'habiller, dans leur manière d'être en général. Et juste comme personne ne veut les blesser, personne ne veut prendre cette responsabilité-là, sur le long terme, en fait, on les blesse beaucoup plus. Et en fait, souvent, on se dit, je vais pas dire la vérité pour ne pas le blesser, mais en fait, la vérité, c'est qu'on ne dit pas la vérité. Enfin, on ment pour soi-même et pour pas avoir la responsabilité du truc. Après, je ne l'ai pas encore fait, hein, tu vois, je dis ça, mais... Ce que tu dis, la vérité, il faut quand même... Enfin, moi, je fais la différence entre ce que tu vas dire à quelqu'un, ça reste ta vérité, en fait. Ouais. Le défaut que tu trouves en quelqu'un, ça va être le défaut que tu lui trouves par rapport à qui tu es, et tu vas laisser cette marquer cette personne, alors que c'est un défaut pour toi, mais ce que ça l'est vraiment, ça reste, la vérité reste ta vérité, et la vérité de chacun. Après, dans le principe de l'honnêteté radicale, tu vas pas forcément aller voir quelqu'un dans la rue et si tu le trouves moche, tu vas pas dire tiens, je te trouve moche, c'est pas ça. Mais c'est juste dire ce que tu ressens émotionnellement et évidemment pas le balancer comme si c'était la vérité absolue. Et dire voilà, moi je ressens ça. À l'autre aussi, juste de prendre ce qu'il veut prendre et de faire ça. Tu peux le mêler à des trucs de communication non violente, voilà, moi je ressens ça à ce moment-là et pas du tout essayer de changer les gens de cette manière-là. Oui. C'est comme le projet oui, je le ferai et puis mes amis sauront que je le fais. Mais les gens que je connais pas le sauront pas. En même temps, c'est bien de savoir, tu vois, comme ça on sait que tu dis la vérité. Ouais. Quand c'est blessant, on se dit bon, non, il le pense pas, tu vas au courant de ce projet. Ouais, pas pour ça, tu crois que ça change beaucoup? Je pense que c'est une question de communication, parce que pour en revenir à la politesse, tout le monde fait la différence entre un merci qui est sincère parce qu'on sent que ça nous a fait plaisir et un merci qui est non, c'est pas vrai. Et c'est quelque chose que moi je m'intéresse surtout l'éducation de 2 ans. Et on voit ce qu'on disait que la vérité, au final, c'est un enfant qui n'est jamais félicité pour ce qu'il réalise. Il s'épanouit pas bien, mais un enfant qui est félicité pour tout ce qu'il fait, même ce qui est du bateau, et ben il grandit pas bien non plus. Et c'est vraiment cette honnêteté et le fait d'avoir une juste balance qui permet une bonne croissance. Et je pense que ça continue à la jeune génération. Et du coup, on l'exprime pas de la même façon. C'est comme voilà le merci de convenance. Là, je pensais plus au truc que par exemple, une personne qui parle et elle te saoule. Et toi, tout saoule. Là, tu peux te dire, toi, il est ironique. Alors que si on sait que tu dis forcément la vérité, bah. Ouais. Tu peux être honnête radicalement et continuer à mettre de l'humour dans ta manière de faire les choses. Mais en fait, c'est pas compliqué, quoi. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un te demande, est-ce que tu me trouves gros, bah, tu peux très bien répondre, je trouve que t'es gros une baleine, quoi. Mais le dire en rigolant, tu vois. Et comme la personne sait que t'es honnête, quoi, c'est ce que tu penses vraiment. Et encore une fois, dans certains cas, dire à quelqu'un qu'elle a tel ou tel problème, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, en fait. C'est je pense que... les choses, quoi. Moi, personnellement, je me mets à la place, je préfère qu'on me dise la vérité quand je pose une question à quelqu'un de très loin.
je pense que tout le monde est à peu près pareil. Mais tu vas le faire que quand on te pose une question. Tu vas pas aller vers lui et voir celui qui veut dire des choses comme ça. Je vais pas aller chercher les gens, mais enfin, c'est compliqué, je peux pas te répondre clairement, mais en gros, moi je pars du principe qu'en gros on sait les choses qu'on cache et on sait les trucs sur lesquels on doit être plus honnête. C'est pas une question si compliquée en soi. On sait très bien quand on cache quelque chose dans son intérêt ou si on cache quelque chose. Mais du coup, tu penses que l'honnêteté radicale c'est nécessaire pour être minimaliste au niveau de ton relation? Non, mais enfin, je pense vraiment. En plus, je l'ai pas testé à fond, c'est un truc vers lequel je tends. Mais tu trouves? En fait, je vais pas dire le mot nécessaire et je vais peut-être pas parler d'honnêteté radicale. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais je pense sincèrement que de prendre des petites habitudes, de dire vraiment ce qu'on pense. Tu vois, mettons quand on est avec quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être avec cette personne ou qu'on n'est pas bien, mais de lui dire, ou bien de ne pas faire les choses dont on n'a pas envie, je pense que c'est une forme de minimalisme. Par exemple, dans mes vidéos, je dis tout le temps, moi je fais pas ce que j'ai pas envie, parce que je fais pas ce que j'ai pas envie de faire, j'aime pas faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. Ça a l'air gogol, dit comme ça, mais c'est une réalité que j'applique au quotidien. Je ne me force jamais. Si je n'ai pas envie d'aller voir quelqu'un, même si je lui ai promis, même si je me suis engagée, je ne le fais pas. Ça me rend hyper égoïste. Hein. Je suis super égoïste, mais je ne veux pas le faire parce que j'ai conscience du fait que le temps est hyper précieux et que j'ai envie de valoriser mon temps pour des choses qui me semblent importantes. Et je trouve que voilà, ma forme de minimalisme, c'est d'être honnête avec moi-même en fait, tout le temps, et d'être honnête. Ambiguë avec les gens. Comment? De pas avoir une relation ambiguë avec les gens. Parce que si demain je passe une journée avec toi et que j'ai pas envie, ce qui ne sera jamais le cas parce que tu as l'air d'être une personne merveilleuse, mais imaginons dans un monde parallèle que je n'ai pas envie, ben même si je t'ai promis, je viendrai pas. Et en faisant ça, j'aurais l'impression d'être honnête, d'être alignée et d'être minimaliste philosophiquement, tu vois, parce que j'aurais pas perdu du temps et de l'énergie à être avec toi et à réfléchir, me dire putain, j'aurais préféré faire autre chose, tu comprends? Et donc son truc d'honnêteté radicale, effectivement c'est un petit peu radical pour le coup, mais je trouve que ça serait vraiment dans une démarche minimaliste. Tu fais les choses que tu as envie de faire, tu dis aux gens la vérité du mieux que tu peux, tu n'es pas obligé d'être blessante, tu peux le faire en toute bienveillance, mais en tout cas tu simplifies ton rapport à l'autre. Et quand tu simplifies ton rapport à l'autre, il y a un gain d'énergie qui est énorme. Et je trouve aussi qu'il y a... Comment? Tu réduis ton entourage. Justement, ça fait partie des trucs dont je voulais vous parler. C'est une très bonne transition, dis-moi, super. Non, mais je trouve que c'est bien. Moi, je préfère par exemple avoir pas beaucoup d'amis, peu de relations, mais des relations qui sont hyper saines parce qu'il n'y a pas de cinéma, tu vois. Et je suis capable d'aimer les gens en 5 minutes chrono, de les aimer pour toute la vie, que ce soit tous les jours facile et tous les jours simples et tous les jours machin. Et je préfère largement ça plutôt qu'avoir 1 milliard d'amis avec des relations compliquées, des non-dits, des machins, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, là, c'est pas grave de ne pas avoir beaucoup de relations et de ne pas avoir beaucoup de gens autour de nous parce qu'on est minimaliste aussi dans nos relations. C'est plutôt ça, je trouve, au contraire. Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que tu te forcerais pas à être avec quelqu'un si la personne compte un minimum pour toi, si elle compte assez pour toi? Mais je crois que si elle compte pour moi, je me force pas en fait. Ouais, tu vois. Du coup, c'est ça. Et ça permet aussi de remettre vachement les choses à leur place et surtout de remettre les relations à leur... c'est pas français ce que je veux dire, mais à leur valeur, tu vois, de redonner la vraie valeur aux relations. Si t'as pas envie d'être avec une personne pour une raison X ou Y, c'est qu'en fait, peut-être que juste, tu vas perdre ton temps en étant avec cette personne. Et c'est pas grave, tu vois, ça veut pas dire que cette personne, elle est pas bien. Peut-être qu'à un autre moment, tu auras envie d'être avec cette personne et ce sera vachement cool. Tu vois? Ouais, moi, je pensais au truc genre les déménagements, tout ça. Des moments où tu vas faire un truc chiant avec la personne mais que tu le fais quand même. Oui, mais si c'est chiant mais que tu le fais parce que la personne tu l'aimes étant c'est ton ami et que tu lui rends service, je trouve que du coup c'est plus vraiment chiant en fait. Parce que tu as quand même un petit peu la volonté, exactement, la satisfaction de faire plaisir à l'autre. Quand je dis que je fais pas les choses que j'ai pas envie de faire, je parle pas de ce genre de situation. Tu vois, si je sais que la personne en face, ça va lui faire du bien et que pour moi c'est pas hyper chiant, je le fais avec grand plaisir. Mais si j'ai pas envie, ça revient à avoir des relations sincères avec les gens. Ben ouais. Et alors pour le coup, comme je disais, j'ai l'air d'être égoïste. Et je crois que je le suis. Mais j'ai l'impression que c'est un égoïsme plutôt sain en fait, pour nous-mêmes, tu vois. Ouais. Donc voilà. Par rapport aux relations-là, vous avez des questions? Ouais. Juste rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que se reconnecter à soi, c'est pas vraiment être égoïste. Ouais. Je suis pas sûre. Ouais. C'est vrai que je dis le mot égoïste, mais peut-être qu'en fait c'est juste ça, ce qui veut dire qu'en fait je suis une meuf bien finalement. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais.
Vous avez pas de questions par rapport aux relations? Il y a un truc aussi, c'est qu'on a dit qu'être minimaliste dans sa manière d'être, ça pouvait éviter de perdre son énergie dans des choses inutiles. Et je pense qu'en fait, ça peut aussi marcher dans l'autre sens, et c'est un des plus grands progrès que j'aimerais faire, parce que c'est un de mes problèmes, c'est que quand on se pose trop de questions inutiles, quand on envisage les pires scénarios, les pires choses, on se met des barrières et des limites que si on enlevait dans un point de vue minimaliste, ça va nous permettre de faire des expériences et d'accéder à des occasions que si on s'était posé toutes ces questions, on n'aurait jamais pu vivre. Quoi. Exactement. Voilà. Mais moi, c'est exactement le sens de ma démarche, c'est que j'ai tendance à me poser beaucoup trop de questions. Et donc ma solution, c'est d'avoir des règles radicales que je vais appliquer pendant 30 jours dans tel ou tel sujet. Donc il y a le truc de oui, il y a le truc de... Moi, je lisais beaucoup de livres pendant 30 jours. Enfin voilà, des projets comme ça avec la méditation, etc. Et juste se dire, voilà, pendant 30 jours, ou ça peut être une semaine ou 15 jours, je vais faire que ça de manière complètement bête, avec une règle qui paraît complètement débile pour la plupart des gens. Là en ce moment, c'est un projet vegan, sans gluten, sans sucre, pendant 30 jours et en étant parfaitement respectueux du truc. Et c'est une règle un peu simple et que la plupart des gens vont trouver ça débile, ou manger la même chose tous les jours, la plupart des gens vont trouver ça débile. Et c'est justement l'intérêt en fait, c'est que c'est une règle débile et du coup j'ai pas à y réfléchir. Et je la fais pendant 30 jours et après je décide ce que je fais. En fait, je le fais naturellement. Ouais, du coup, le fait de vivre l'extrême du truc, ça me prouve que ça sert à rien de se questionner là-dessus. Ouais. Ouais, y a un auteur qui parle un peu de ça, qui s'appelle Nassim Taleb, et lui, il appelle ça des heuristiques. C'est remplacer tous les principes compliqués de réflexion, etc., par des règles complètement bêtes et simples. Et lui, ses heuristiques, par exemple, c'est ne jamais écouter les conseils de quelqu'un qui porte une cravate. C'est un conseil débile, mais en fait c'est un super conseil, parce qu'en général les gens qui portent des cravates, on leur fait confiance pour rien en fait. Et ils ont une position d'autorité qui vont faire qu'on va leur accorder beaucoup plus de confiance qu'ils le méritent peut-être vraiment. Et moi je crois beaucoup à ça en fait, que c'est pas inintelligent d'adopter des règles complètement simples comme les heuristiques. Ouais. Ben ça nous permet en fait d'aborder la dernière thématique justement sur le minimalisme philosophique et peut-être spirituel. On y réfléchissait tout à l'heure, on se disait par exemple le fait de décider de vivre l'instant présent tout le temps. C'était aussi une forme de minimalisme qui était intéressante parce que finalement on se force à, comme tu disais, ne pas réfléchir, ne pas évaluer, ne pas envisager toutes les possibilités, tous les machins. Et c'est hyper reposant en fait d'adopter ce style de règles. Et moi c'est ce que je fais dans mon quotidien, c'est-à-dire que globalement je me casse la tête pour absolument rien, je me fous d'absolument tout et je vais à l'essentiel dans à peu près toutes mes décisions et quand j'ai un problème, je vais vraiment à la solution la plus simple et la plus rapide. Et c'est ce qui me permet en fait d'économiser, encore une fois toujours la même chose, c'est ce qui me permet d'économiser le plus d'énergie et de me reconnecter en fait à juste ce que je suis en train de vivre maintenant sans avoir à réfléchir, à m'éparpiller, machin. Et je trouve que c'est un principe aussi fondamental du minimalisme quand on l'applique dans sa vie au quotidien. Et est-ce que le fait de planifier d'ici 1 mois, 2 mois, ça te pose pas des barrières, ça te pose pas des problèmes? Je planifie pas, tu sais, je suis pas capable moi-même de savoir demain. Déjà, si je me réveille le lendemain matin, je dis merci bon Dieu que je suis debout, c'est cool. Et je n'arrive pas à planifier pour le après. J'ai, tu vois, des grandes lignes directrices de ce que je veux de ma vie globalement, machin. Mais si tu me demandes de planifier à 5 jours, 6 jours, une semaine, je suis incapable de le faire. Ouais. Mais ça peut être aussi problématique socialement, c'est très difficile parce que les autres êtres humains qui nous entourent, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de repères. Et mes copines ici présentes, c'est très difficile pour elles de vivre avec quelqu'un comme moi. Mais en tout cas, c'est ma réponse et ma manière d'appréhender la vie sans, encore une fois, gaspiller de l'énergie et en étant libre, quoi. Je suis pas capable de faire différemment. Ouais. T'arrives pas à planifier? Non, j'arrive pas à planifier, ça pose problème à tout le monde. C'est très compliqué dans la société dans laquelle on est, parce qu'on nous demande en permanence de faire des choix, de choisir, de décider, de dire où tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, avec qui, machin. J'ai peut-être pas envie. Alors t'as juste envie d'être là maintenant de suite et ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, juste être dans l'instant présent. Mais je crois quand même que la meilleure réponse c'est d'être dans l'instant présent. Je sais que c'est compliqué mais je pense que c'est... Oui mais... Pardon. Ouais, non c'est vrai. Du coup, tu as quand même fait la tournée des pique-niques zéro déchet, tu as planifié. Alors, la tournée des pique-niques, je l'ai organisée genre 2 mois avant les pique-niques. Oui, mais tu l'as organisée. Ouais, mais une personne
lambda, une personne normale, avec un cerveau qui fonctionne normalement, tu vois, elle aurait peut-être planifié un truc d'aussi grande envergure, peut-être 6 mois, un an. Par exemple, ça fait combien de temps que vous planifiez cet événement? 4 mois. 4 mois, voilà, une date. Moi j'ai fait 17 dates programmées en genre 2-3 mois et en étant dans les 2-3 mois j'ai pas travaillé beaucoup, tu vois. Et pourtant ça s'est super bien passé, c'était génial. Donc j'ai très bien organisé. Elle vous dit ça pour chaque pique-nique, elle avait sa fiche, elle savait quel blogueuse allait venir, quel statut elle allait faire, quels sont les cadeaux qui étaient offerts, etc. Donc elle vous dit qu'elle n'est pas organisée, elle avait quand même un minimum d'organisation. C'est parce que je fais au plus simple tout le temps en fait, c'est que tout ce qui est fioriture, machin, ça m'intéresse pas, je vais au truc, il y a un point A, un point B, j'y vais, puis basta, je me pose pas de questions. Je pense que c'est aussi parce que ça te tenait vraiment à cœur et qu'à un moment donné tu... Mais c'est mon mode de vie réellement. Tu vois, mettons mon mariage, je l'ai organisé, donc c'était un très gros mariage avec 300 personnes où on a tout fabriqué de A à Z. Et je l'ai organisé genre en 2-3 mois. Un mois et demi avant mon mariage, je savais même pas dans quelle salle j'allais me marier, pour te dire. Donc moi je suis toujours à l'arrache comme ça parce que je fais toujours les trucs à la dernière minute. Mais en fait c'est tellement devenu un mode de vie qu'en réalité, comme elle dit, c'est pas que je suis organisée, c'est qu'en fait mon cerveau il a cette gymnastique d'aller à l'essentiel très vite. Et c'est pour moi du coup une forme de minimalisme d'être capable, voilà. Ouais. Et je suis pas capable de faire, enfin je suis une fausse meuf à l'arrache, c'est vrai. Et tu vois là, tu disais pour exemple une bourse, quand on doit planifier des dates, si on se retrouve à Paris et tout, ça peut nous... Pour vous c'est horrible. Et ben au final ça a été pas mal, parce que moi au début j'en souffrais, tu vois, je me disais putain, je sais pas pour prendre mes billets. Alors faut dire, voilà, on était censé, on va souvent à Paris dans les mêmes dates. Et généralement, jusqu'à quasiment 2 jours avant, je suis incapable de lui confirmer mes dates de train, mes dates de... Et ben, moi, elle pète un câble, ça m'a fait bosser. Maintenant, je me dis, je prends mes dates, et une fois sur place, de toute façon, on se retrouvera et les choses se passent. Et au final, c'est beaucoup plus simple pour moi de savoir, je prends l'heure qui me va le mieux, j'ai pas à me demander ce que Laetitia fait, et pour moi, c'est hyper reposant que tu ne dépendes pas de moi. J'ai besoin que personne dépende de moi. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais en retard. Et quand j'ai envoyé des messages à Sienne et à Samia, je leur disais, mais comment c'est votre truc? On s'en fout de là, j'arrive, machin, moi, j'en avais rien à faire dans le sens où je savais que ça allait fonctionner sans moi et que c'était cool. Et effectivement, ça me soulage beaucoup que les gens me... Et c'est une source de stress énorme quand quelqu'un ou quand un événement dépend de moi. Énormément, et je ne veux pas le vivre. Et c'est pour ça que je mets mes amis dans ces situations-là où votre life, et voilà. Sur ça, vous aviez des trucs à rajouter, des questions, des machins? Je pense pas que la planification et le moment présent doivent être en opposition parce que... Je pense pas non plus que c'est opposé. Voilà, dans la planification, le plus important c'est la direction, savoir où on veut aller. Et après, rien n'empêche d'être vraiment dans chaque pas. Tu parlais des personnes qui dépendent de toi. Moi j'étais une meuf à l'arrache avant. Et une fois que tu as quelqu'un qui dépend de toi, bah, tu peux plus. Je pense que c'est très différent quand tu as un enfant. Effectivement, je suis pas une maman, donc j'ai pas encore cette problématique-là. Et j'ai le souci inverse, c'est que je suis partie en planification, il faut que je me renseigne sur déménage pour qu'elle aille dans telle école ici, machin, etc. Et j'ai arrêté de profiter du moment présent avec elle pendant quelques temps, jusqu'au moment où je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas faire pour pas être avec elle. Et je pense que c'est vraiment une question d'équilibre entre la planification qui permet de trouver la direction où tu veux aller. De toute façon, c'est pareil dans le boulot, vous savez quand même où vous allez. Vous ne levez pas le matin en vous disant bon, je vais faire une vidéo comme ça et puis il y a quand même une démarche derrière. Mais dans chaque action, vous êtes dans l'action, pas en train de... Exactement, c'est ça. Je suis que dans le truc et pas dans le après, le machin, le pourquoi, le blabla. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. On arrive à la fin de l'atelier, malheureusement, toutes les meilleures choses. Mais c'est cool parce qu'en fait, j'ai réussi à dire tout ce qu'on avait décidé de dire, donc c'est vachement bien. Rach, t'avais des trucs à rajouter? Non. Non? On a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions vite fait? Je sais que c'est terminé, mais est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous vouliez revenir ou des... Non? D'accord. Vous avez appris des trucs? Est-ce que vous avez appris des trucs? C'est une vraie question. Ouais? Je suis bien contente, tout le monde, vous n'avez pas parlé par là. Vous avez appris des trucs? Ouais? Super. Vous êtes contents? Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous maintenant, dans l'instant présent. En tout cas, c'est un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir pour moi de préparer cette conférence.
pour l'histoire, donc Rajima, on n'avait absolument rien préparé jusqu'à tout à l'heure 15h. Et ça aussi, ça fait partie de mon mode de vie vachement à l'arrache. Mais on l'a fait parce qu'on était confiants l'un envers l'autre et l'un envers, nous envers nous-mêmes et qu'on savait de quoi on parlait et qu'on savait que ce Sénégal c'était dans un magasin de wax. Et moi je dirais chaque fois c'est pour plaisir. C'est hyper intéressant. Je suis un cobaye en fait pour plein de trucs. Moi je voulais dire à toi et à dire oui à tout, je dirais à tout. Oui, mais justement en fait. L'année prochaine, moi c'est mon cas. Je dis non d'abord en fait et je dis oui après. Ouais. Et du coup, vous voulez dire à tous les bah, le truc c'est que c'est beaucoup plus facile qu'on le prend. En fait en 30 jours. T'as pas eu ce que ça m'a fait de demander Si, j'ai vraiment peur, mais regarde, si tu penses vraiment en 30 jours en moyenne, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui demandent des trucs fous À la fin, je le disais à tout le monde parce que non, en fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, non, je le disais pas forcément, et en fait, j'ai réalisé que quand je le disais pas, des gens, en fait, il se passe rien quand tu le dis pas. C'est juste tu dis oui à tout et tu le dis pas, franchement. Et donc, je me forçais à. Ben, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que des trucs positifs. C'est un pote qui m'a donné les clés pour aller chez lui à Barcelone dans son appartement. Je suis partie avec Laetitia Bruxelles faire un truc de fou à la Commission européenne. Enfin, que des trucs positifs. Après, c'est des trucs un peu flippants, genre quelqu'un m'a demandé de chanter en public alors que j'avais jamais chanté de ma vie, ce genre de choses. Ouais, mais c'est cool. Après, en fait, le truc c'est ça. Le truc c'est que les gens qui te connaissent pas, a priori tu leur dis pas, donc ils vont rien te demander des chants. Et tes amis, c'est tes amis, donc ils veulent pas te demander des trucs, tu vois. Ils vont pas te demander de l'argent en fait. Oui, ils vont te le rendre en fait. Ah ouais, j'aurais peur qu'ils me fassent faire un truc qui me stresse vraiment, tu vois, ou qui m'angoisse, tu vois. Voilà. Après, oui, moi j'aime bien faire ces trucs stressants, ouais. C'est vachement bien. Non, mais oui, mais t'aimes bien faire ces trucs. Les trucs stressants. À la base, t'as l'habitude de dire non, c'est quand même que ça a des freins.